What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid. Cette semaine, je vous fais un cours 101 sur la génétique. Si vous êtes prêts, let's go. On parle souvent de génétique, en fait on parle tout le temps de génétique avec les pitons royales et bon, les récessifs, les codominants, les dominants, un gène allélique, polyallélique, qu'est-ce que c'est? Mais ce mois-ci, je vous explique en détail qu'est-ce que c'est et vraiment avec les termes scientifiques, avec vraiment beaucoup d'explications. Donc sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un morph? Il s'agit d'un gène mutant qui affecte l'aspect global d'un animal. On appelle l'ensemble de l'expression visuelle d'un gène ou d'un animal le phénotype. Donc, c'est tout ce qui est visuel. Donc, dans l'exemple ici, on a un serpent qui est pastel, yellow belly, leopard, piebald. Donc, ça serait les gènes visuellement exprimés. Donc, le phénotype de l'animal, ça serait ça. Et l'expression génétique, elle, s'appelle le génotype. Donc, ça peut être ce qui est visuel et aussi les gènes qui sont portés. Donc, par exemple, si on a un animal qui a l'air d'un régulier, mais qui est double het clownpied, ça veut dire que son génotype serait double het clownpied, mais son phénotype serait régulier. Le mot morph est utilisé pour décrire des gènes affectant le caractère visuel d'un animal, donc son phénotype. Ces morphs se retrouvent tous dans l'ADN d'un serpent. L'endroit précis où se trouve ce gène dans l'ADN se nomme le locus. Le locus, c'est donc la coordonnée GPS un peu, où on trouve un gène spécifique dans l'ADN. On pourrait comparer le locus à la numérotation des pages d'un livre. Quand on ouvre ce livre pour lire les pages, mais c'est là qu'on va voir les allèles. Et ces allèles-là viennent toutes en paires de deux. Une allèle en provenance du père et une allèle en provenance de la mère. Donc, récapitulons. Pour trouver un gène, on va sur un brin d'ADN. La position exacte de ce gène se nomme le locus. Et sur chaque locus, il y a deux allèles, une provenant du père et de la mère, qui sont pour lire ces gènes-là. Lors de la reproduction, chaque gène, donc chaque locus, va donner une de ces deux allèles, soit l'allèle A ou l'allèle B. Donc, prenons un concept qui est relativement bien connu chez les éleveurs, donc le concept de l'homozygote et de l'hétérozygote. Donc, si on prend, par exemple, l'homozygote ici en premier, l'homozygote, ça veut dire qu'il y a deux copies identiques du même gène sur les deux allèles du même locus. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, ici, on a piebald et piebald au même endroit. Si on prend, par exemple, un hétérozygote, ça veut dire qu'il y a une copie différente sur chacune des deux allèles du même locus. Donc ici, un hétérozygote piebald, ça serait une copie piebald et une copie régulier. Donc, mettons en application ce concept-là avec une reproduction. Donc, si on a d'un côté un mâle piebald et une femelle piebald de l'autre, évidemment, ils vont donner une copie de chacune de leurs allèles. Donc, c'est donc dire que le mâle va donner soit piebald ou piebald et que la femelle va donner soit piebald ou piebald. Il existe un concept scientifique très simple qui aide énormément à visualiser ces répartitions génétiques-là et il s'agit du tableau de Punnett. Donc, on va en travailler quand même pas mal dans cette vidéo-là. Donc, si on prend par exemple ici piebald et piebald, donc on va voir qu'à la verticale, on va mettre le mâle et à l'horizontale, on va mettre la femelle. Donc, dans ce cas-ci, si on met une allèle sur chacune des cases qui correspond, on a PI pour pied et PI pour pied, on va l'avoir partout dans ce tableau-là. Donc, c'est assez simple, on remplit le tableau et comme on peut voir ici, c'est PI à la grandeur parce que c'est pied à pied, donc 4 sur 4. Donc, la totalité à 100% de ce résultat-là est un homozygote piebald. Donc, prenons par exemple maintenant une reproduction piebald visuelle à un het piebald. Donc, on va avoir d'un côté PI et de l'autre côté PI-R. R va correspondre à la copie dans l'allèle qui n'est pas visuelle piebald. Et donc, on va avoir ici 50% des animaux qui vont être homozygote pied, donc visuel, et l'autre 50% vont être hétérozygote piebald, donc qui vont porter le gène, mais qui ne sera pas visuellement exprimé, donc un het piebald. Alors, compliquons un petit peu les choses maintenant. On va reproduire un mâle het piebald avec une femelle het piebald. Lorsqu'on remplit le tableau, on va mettre PI-R et PI-R, évidemment, parce qu'il y a une copie piebald de chaque côté. Donc, si on regarde les résultats, on va avoir 1 sur 4, 25% qui va sonner en PI, en homozygote piebald,
50% va être PIR à hétérozygote piebald et l'autre 25% va être RR en régulier, donc il n'y a pas de copie de piebald là-dedans. Donc c'est là que les choses se compliquent un petit peu parce que comment on fait une distinction entre un animal qui porte le gène piebald et celui qui va être RR, donc qui ne va pas le porter? Malheureusement, il n'y a aucune manière visuelle de le discerner. C'est là qu'on va amener le concept du 66% hétérozygote het-pied. Pourquoi est-ce qu'on parle de 66% het-pied? En fait, c'est très simple. C'est qu'il va avoir 3 copies qui vont être identiques dans le tableau de Punnett comme c'est encerclé en ce moment, et 2 sur 3 de ces copies vont être het-pied et une ne le sera pas. Donc, on parle de 33% si on fait la division par 3. C'est donc qu'il y a 66% de chances que l'animal qui a l'air d'un régulier porte le gène pied et qu'il y ait 33% de chances qu'il ne le porte pas. Donc, regardons maintenant le dernier scénario. On aurait ici un mâle het piebald avec une femelle régulière. Donc, on a PIR et RR. Il y a une copie de piebald seulement. Donc, on va avoir 50% des animaux qui vont potentiellement porter ce gène pied et l'autre 50% qui ne le portera pas. Donc, si on récapitule, het à het, si on a un animal qui n'est pas visuel, on l'appelle donc 66% het. Et si on a un het avec un animal qui ne porte pas ce gène-là, on va avoir un 50% het. Donc, passons maintenant à un dominant incomplet qui va fonctionner un peu comme le récessif. Prenons par exemple pastel. Donc, un peu de jargon. Donc, un gène dominant partiel peut être exprimé visuellement, soit son phénotype, soit en forme hétérozygote ou homozygote. La forme homozygote va généralement être plus extrême, accentuée, que la forme hétérozygote, d'où l'appellation commune de superform. Donc, par exemple, ici, à gauche, on a la forme hétérozygote du pastel, donc il y a une expression un peu moins intense que sa forme à droite, qui serait le super pastel, qui serait la forme homozygote. Dans le fond, le super pastel est plus intense, il y a une expression plus forte. Ça veut dire que ses couleurs sont plus vives. C'est donc dire qu'un pastel va être visuellement exprimé, donc son phénotype visuel va être autant à la forme hétérozygote qu'à la forme homozygote. Alors, prenons un exemple maintenant d'une reproduction pastel à pastel. On place le mâle et la femelle sur le tableau de Punnett et notre résultat va sortir comme étant 25% des animaux vont sortir en PA-PA, étant super pastel parce qu'il est doublement exprimé, donc sa forme homozygote. 50% vont sortir PA-R, hétérozygote pastel, et 25% va sortir RR, étant régulier. Il n'y a aucune partie de pastel là-dedans. Comme on peut différencier PAR de RR, il n'existe aucune forme de 66% chez les gènes dominants incomplets parce que visuellement, ils sont exprimés à la forme hétérozygote. Donc, si on fait la reproduction d'un super pastel avec un régulier, par exemple, et qu'on place les gènes dans le tableau de Punnett, ça va nous donner un résultat de 100% pastel à la forme hétérozygote partout dans le tableau. Pourquoi? Le super pastel a 2 copies de PA, donc 2 copies de pastel. Ça veut dire qu'il va donner ça partout. Parlons maintenant du troisième type de gène. On parle du dominant complet et on va y aller ici avec l'exemple du gène léopard. Donc, prenons l'exemple d'une reproduction léopard à léopard. On va faire exactement comme pastel à pastel. On va placer mâle et femelle à la verticale et à l'horizontale et les résultats vont nous donner à un quart, soit 25%, un homozygote léopard LL, 50% 2 sur 4 va nous donner LR, un hétérozygote léopard, et un quart, 25%, va nous donner RR, donc pas de trace de léopard. La distinction du gène dominant complet du dominant incomplet, c'est que la forme homozygote et la forme hétérozygote du dominant complet sont visuellement identiques. Ils vont nécessiter un test de reproduction pour prouver s'ils sont LL ou LR dans ce cas-ci. En fait, la grande différence, c'est que le dominant incomplet, sa forme super, va être visuellement meilleure, visuellement plus exprimée. Et le dominant complet, sa forme super, elle est identique à la forme hétérozygote. Donc, j'espère que vous avez bien suivi jusqu'ici parce qu'on va commencer à pimenter les choses un petit peu. On va parler des gènes polyalléliques. Donc, si on repart un petit peu avec une information que j'ai donnée au début du vidéo, chaque gène a son endroit propre dans l'ADN qui est le locus. Si on prend quelques exemples de gènes qu'on a vus tout à l'heure, par exemple super pastel, léopard, clone et pied, ce sont tous des gènes qui vont avoir des données GPS individuellement à des endroits séparés dans l'ADN.
En d'autres mots, ça veut dire que chacun de ces gènes-là, pastel, léopard et piebald, ils ne se trouvent pas au même endroit dans l'ADN, ils n'ont pas le même locus. Ça veut dire qu'ils peuvent tous être exprimés en même temps. Donc, il est possible d'avoir un animal qui porterait le gène pastel, léopard et piebald en même temps. Il existe différents groupes qu'on appelle également complexes de gènes polyalléliques. Chaque groupe a la même coordonnée GPS, c'est donc dire qu'ils codent tous au même endroit dans l'ADN, donc ils ont tous le même locus. Donc prenons par exemple un complexe, celui du Blue Eye Leucistic, le BEL qui est très bien connu. Dans ce complexe-là, il y a des gènes comme Mojave, Lesser, Phantom, Special, Bamboo, Honey, Daddy et Russo. Ce que ça veut dire, en fait, en termes pratiques, c'est que ces gènes-là vont avoir le même locus. Ils vont se partager les allèles de ce locus-là. Et évidemment, il y a toujours 2 allèles dans le locus. Donc, si on a un serpent, par exemple, Mojave, Lesser, qui sont dans le même complexe, ils vont se partager comme si Mojave et Lesser, dans le même locus, qui vont se prendre une allèle de chaque côté. Donc, comme les gènes Mojave et Lesser sont alléliques, ça veut dire qu'il est impossible de produire un super Mojave Lesser ou encore un Mojave Lesser Bamboo, par exemple. Pourquoi? C'est simple, c'est que tous les gènes codent sur le même locus et il y a seulement 2 allèles par locus, donc l'expression de 3 gènes est impossible au sein d'un même animal. Il est également impossible de produire un Mojave Lesser si l'autre parent ne possède ni l'un ou l'autre. C'est donc le cas du Mojave Lesser. Il donne impérativement une des 2 copies de l'allèle dans lequel il se trouve, soit le Mojave ou le Lesser, mais jamais les 2. Donc, prenons exemple ici d'une reproduction d'un mâle Mojave Lesser avec une femelle pastel. On inscrit les informations dans le tableau de Punnett. Ensuite, si on regarde les résultats, ça va être assez particulier parce que Mojave et Lesser vont agir comme un animal qui serait de forme homozygote. Ça veut dire qu'il va avoir soit MO ou soit LE partout. Donc, un quart des résultats va être Mojave pastel, un quart Mojave, un quart Lesser pastel et un quart Lesser. Évidemment, le pastel se donne à 50% et l'autre partie va se donner à 50% également, soit Mojave ou Lesser. C'est beaucoup d'informations, mais si j'essaie de rendre ça le plus simple possible, ça veut simplement dire qu'il ne peut pas avoir 3 gènes dans le même complexe au sein d'un même animal, puisqu'ils sont sur le même locus et qu'il y a 2 places. Également, ça veut dire que si un animal possède 2 gènes qui sont dans le même complexe, il est impossible pour cet animal-là, lors de la reproduction, de ne pas donner un de ces 2 gènes-là. Donc, à l'instant, vous voyez un tableau qui a été créé par Justin de Kinova en août 2021. Et ce tableau-là est très utile parce qu'il démontre quels gènes sont dans quel complexe allélique. Et donc, les 2 premières lignes, c'est un complexe. Et ensuite de ça, chacune des lignes, c'est un complexe individuel. Donc, on va terminer ce vidéo-là avec les gènes polyalléliques récessifs. Et on va prendre, par exemple, le gène clown et cryptic. Donc, avant de vous parler des gènes récessifs polyalléliques, on va juste parler rapidement d'une reproduction de 2 gènes récessifs qui ne sont pas alléliques. Donc, on a ici clown et pied, on remplit le tableau Punnett. Et donc, on se souvient que pour avoir un visuel récessif, donc un phénotype exprimé, on doit avoir 2 copies sur la même allèle du même gène. Donc, dans un cas, pied, ça fait un visuel, et de l'autre côté, pied est régulier, ça fait un hétérozygote piebald, il porte le gène, mais il n'est pas exprimé. Donc, le résultat ici, c'est que tous les animaux vont porter une copie du gène clown et une copie du gène pied. Comme ils ne sont pas sur le même locus, on va appeler cet animal un double hétérozygote clown et pied. Visuellement, l'animal a l'air d'un régulier, mais au niveau génotype, l'animal porte les 2 gènes seulement avec une seule copie. Donc, prenons exemple d'une reproduction d'un clown à un cryptic. Donc, la particularité de ces 2 gènes récessifs, c'est qu'ils sont polyalléliques. C'est donc dire qu'ils tombent sur le même locus, ils codent au même endroit. Ça veut dire que quand on a 2 gènes pareils dans une reproduction, ils vont tomber au même endroit, ils vont remplir les 2 allèles de chaque côté. Donc, tout comme tantôt avec le clown pied, si on reproduit un récessif clown avec un récessif cryptic, le tableau se remplit à 100% d'un doublet clown et cryptic. On appelle ce doublet clown cryptic un krypton. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné un nom? En fait, c'est que comme ce gène est polyallélique et qu'il tombe sur le même locus, ils ont un phénotype qui va visuellement être exprimé, soit le krypton. Mais c'est simplement que sur le locus, il y a 2 allèles et le clown et le cryptic codent des 2 côtés, donc il peut être visuellement exprimé.
Donc, le scénario ici, c'est qu'on a une reproduction entre head clone et head cryptic. On rentre des informations et ce qu'on voit, c'est qu'on a un quart de chance de faire un Krypton qui va être double head clone et cryptic, mais évidemment, il est visuel. On va avoir 2 chances sur 4 à 50% de faire soit un head clone, soit un head cryptic, et c'est impossible de différencier lequel est lequel. Et on va avoir un quart de chance de faire un régulier. Donc, quand on écrit ici 66% head clone ou head cryptic, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il est head pour quelque chose et on ne sait pas non plus il est head pour quoi. Est-ce qu'il est head pour head clone ou est-ce qu'il est head pour cryptic? Donc, c'est une distinction supplémentaire. Donc, le dernier scénario, on parle d'une reproduction entre un Krypton et un clone. Si on rentre les informations, on va voir que le Krypton est CL-CR et le clone est CL-CL. Donc, dans le tableau, c'est assez simple. On a 50% des animaux qui sont clones, 50% qui sont Krypton. C'est donc dire que d'une reproduction d'un double het Krypton à un clone, on va avoir 50% clone et 50% Krypton. Donc, dernier scénario, on parle d'une reproduction Krypton à Krypton. D'une part, on va avoir un double het et de l'autre part, on va avoir également un double het. Donc, si on fait la reproduction, on va avoir 1 sur 4 qui va être clone, 2 sur 4 qui vont être Krypton et 1 sur 4 qui va être cryptic, comme on peut le voir dans le tableau ici. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres informations à partager par rapport aux génétiques. Qu'est-ce qu'il y en est des reproductions complexes avec plusieurs gènes de chaque côté? Il y a une autre vidéo qui va s'en venir quelque part cette année pour ça, mais je pense qu'aujourd'hui, à 15 minutes de contenu, on est déjà avec une vidéo très solide. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la partager parce que c'est une vidéo très importante qui a pris quand même beaucoup de temps à faire. Donc, sur ce, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on se revoit bientôt. Cheers!